On nage sur la ligne Siegfried, pour laver le linge, voici notre enfant. Nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Appris que les troupes de la première armée française, sous le commandement du général de Lattre de Tassigny, étaient entrées en Alsace par le sud et avançaient rapidement. Ce même jour, 1300 Alsaciens des classes 28 partaient par le dernier convoi d'incorporés de force vers l'Allemagne. La grande différence entre l'Alsace et les autres départements, c'est que l'Alsace était annexée et les autres départements étaient occupés. Donc il s'agissait pour nous pour défendre notre nationalité. Dès 1940, lors de l'arrivée des Allemands, j'ai, ainsi que beaucoup de mes camarades, refusé d'admettre cette occupation de l'Alsace, et surtout de l'annexion. Alors en 1943, mon frère est parti donc à l'Arbeitsdienst. Hein. Il était à Mannheim pendant 6 mois. Ils ont été bombardés. Et ensuite, il est revenu. Hein, et 15 jours après, il était obligé de repartir pour le front. Et immédiatement, il a été conduit au front russe. Et à partir de ce moment-là, nous n'avions absolument plus de nouvelles. Jusqu'en septembre 1945. Vous savez, pour nous, c'était très, très dur. Surtout pour mes parents. Pour moi aussi, évidemment. Mais c'était très, très dur. Et bon, le jour où on nous a annoncé qu'il y en a qui reviennent de Tambov, tous les jours, on est allé à la gare, on a attendu, toujours pas Jean-Pierre, toujours pas Jean-Pierre, quoi. Le problème des incorporés de force est un problème qu'on ne peut pas, qu'il est très difficile de juger. On ne pouvait pas, étant donné les dispositions qui étaient prises par les autorités nazies, la répression envers les familles, l'intéressé ne pouvait pas refuser. J'ai essayé 3 fois de me sauver. Je n'ai pas trouvé malheureusement de passeur. Et alors malheureusement, il faut dire, dans le camp de Tambov, en Russie, il y a beaucoup d'Alsaciens qui sont décédés, que je considère environ entre 10 à 12 000. BDM veut dire Bund Deutscher Mädel. Je dirais qu'aujourd'hui, on pourrait le comparer au scoutisme avec une orientation nationale socialiste. La BDM était l'occasion pour certaines filles de notre âge de se mettre en valeur, de devenir quelque chose, porter un uniforme. Ça concernait souvent des filles un peu ternes, un petit peu sans personnalité et sans grand caractère souvent, parce qu'elles se laissaient embobiner facilement, miroiter par cette espèce d'organisation strictement disciplinée. Et de dire à quelqu'un en avant-marche, ça fait, je sais pas moi, ça donne l'impression d'avoir un pouvoir. Nous sommes ici boulevard du Champ de Mars, devant ce qu'on appelait der Bann, c'est-à-dire le siège de la jeunesse hitlérienne, la fameuse Hayot, qui était destinée à endoctriner la jeunesse alsacienne et colmarienne en particulier. Il était très rare les gens qui pouvaient avoir une dérogation de ne pas participer à cet organisme. Donc tous les garçons de Colmar en âge d'être dans la Hayot étaient recensés ici et les différentes sections de la ville devaient donner rapport pour savoir si les garçons étaient effectivement au Réunion. 21 novembre 1944. Nous apprenons par Radio Londres la prise de Mulhouse. Le Gauleiter Wagner a donné l'ordre aux Allemands et à leurs familles résidentes à Colmar et dans les environs de se trouver à 20 h à la gare afin d'être évacués sur l'Allemagne par le dernier train prévu pour Strasbourg et Kiel. Il crâne, nous reviendrons. Aujourd'hui, j'ai fait une dictée en français. Nous essayions, pendant l'occupation, d'entretenir quand même notre français. Pour ma part, je continuais de lire des livres français. Et
je n'étais pas la seule, j'avais quelques amis qui en faisaient autant. Il ne s'agissait surtout pas de dire des choses qui allaient à l'encontre de la politique générale de l'époque et surtout éviter également de prononcer des mots en français, comme par exemple le simple mot de bonjour suffisait à mettre de l'émoi un peu partout. Le béret était un symbole français que les Allemands appelaient eine Hirnverdunklungsmütze, ce qui veut dire un obscurcisseur du cerveau. Et quiconque était surpris avec ce genre de coiffure sur la tête risquait les pires représailles, comme par exemple être déporté à Schirmeck ou etc. Il faut savoir qu'à Schirmeck, c'était vraiment la terreur. Une terreur organisée par les nazis. Ceux qui y étaient pourraient vous le dire. Aujourd'hui, on dit beaucoup de choses sur Schirmeck, mais on ne dit pas toute la vérité. On avait été capot, on avait été chef de baraque, qui étaient malheureusement des Alsaciens. Et on n'était pas toujours traité d'une façon vraiment, disons, humaine. « 24 novembre 1944. Depuis plusieurs jours, il pleut et les rivières débordent. Le maire allemand de Colmar, Lucian Manni, a essayé de partir avec sa femme soi-disant malade. Il est resté bloqué à Andolsheim. Tous les camions sont réquisitionnés. Les membres du parti ont brûlé leurs archives et fermé leurs bureaux. Strasbourg a été libéré. Wenn nur gut küssen kann, wenn ein Mädel einen Herrn hat, den sie liebt und liebt. 29 novembre 1944. Le tramway ne circule plus. Le Colmarer Courir cesse de paraître. Depuis ce soir, le courant est coupé de 21h au lever du jour. Les travaux de terrassement ont repris partout. Il m'a fallu retourner aux travaux pratiques sous la surveillance de Waffen-SS. Des affiches de couleur rouge sont placardées pour informer que la peine de mort attend les absents sans excuse valable. Mon mari était obligé, avec tout le jeune personnel, était obligé à aller schanzen, c'est-à-dire creuser des tranchées. Et il partait du côté de l'hôpital ou de la route de Strasbourg. Lorsque nous creusions, nous entendions quand même de loin les canons et puis on entendait vraiment beaucoup de fusillades. Et en fin de compte, nous étions contents. Hein. Nous disions, ça y est, c'est commun. Et c'était vraiment notre plaisir à nous. Les Allemands étaient très bien organisés. Après avoir fait notre travail dans les tranchées, avant de rentrer, il fallait passer 28 rue Colberry dans cette maison en face, où il fallait faire timbrer nos cartes. 8 décembre 1944. Aujourd'hui, les obus sifflent. Nous nous sommes installés à la cave aussi bien que possible, avec du ravitaillement. La laiterie centrale ne reçoit plus de lait, et on dit que les Allemands veulent faire sauter le château d'eau. Colmar n'a pas été déclarée ville ouverte. Il faut s'attendre à tout. J'apprends qu'Himmler est à Colmar. Dans la nuit du 6 au 7, le pont de Lille à Horbourg a été détruit par des bombardements. Et c'est dans la nuit, après minuit, que tout d'un coup il y a eu cette terrible déflagration. Et le temps de trouver la bougie et de l'allumer, quand on avait un peu de lumière, il y avait déjà toute la pièce qui était pleine de poussière, de gravats, de plâtre, parce qu'une grosse pierre du pont avait traversé le toit de la maison. Tout ça était tombé dans la pièce. Dès l'aube, on est sorti pour voir ce qui s'était passé. Et je rencontre le restaurateur du bout de la rue et puis je m'insurge que les Allemands ont fait sauter le pont sans prévenir, qu'on aurait pu mourir dans le lit, quoi, et tout. Et il a dit, mais ma pauvre fille, c'est pas vrai du tout, c'est pas les Allemands qui ont fait sauter, c'est les Français qui ont tiré dessus. C'est du travail magnifique, c'est du travail propre, de précision. Il était ravi et jubilait. 9 décembre 1944. On a entendu les premiers obus à la limite nord-ouest de Colmar. La lumière est revenue.
On se précipite à la radio. On y apprend qu'une bataille fait rage entre Ostheim et Guémar. À l'époque, pour écouter la radio clandestine, on avait trouvé un système dans la boulangerie. On avait fait une construction avec les sacs de farine qui ressemblait en fin de compte à un igloo. Et les voisins très sûrs, naturellement, venaient le soir écouter la radio. Nous avions même un voisin qui venait avec le béret dans la poche et devant la radio, mettait le béret sur la tête pour faire plus français, quoi. On écoutait la radio suisse en français. Et puis c'est par la radio suisse que vraiment on savait le plus. La radio anglaise, elle était une fois vers le soir. Et puis alors là, on était très surveillés. Notre point d'espoir et notre seule distraction, c'est la radio que bien sûr nous avons déménagé avec. Nous l'écoutons avec coussin et édredon sur le poste et sur nos têtes, puisque au rez-de-chaussée, nous avons un PC allemand qui s'est installé. 10 décembre 1944. Les Allemands que nous côtoyons sont mécontents du maire Lucian Mani, qui a réussi à filer en Allemagne avec des vivres et 4 millions de marques prélevées à la caisse d'épargne. La mobilisation partielle devient générale. Tous les hommes valides doivent travailler à la défense de la ville. Des barricades sont élevées. On utilise, entre autres, les pierres tombales des cimetières israélites. « 13 décembre 1944. La chasse aux travailleurs continue. Même les fossoyeurs sont mobilisés. On dit que 40 cercueils attendent une fosse pour être mis en terre. Il n'y a plus ni pain ni viande, car tous les magasins sont fermés. Nos tickets d'approvisionnement ne nous servent plus à rien. Quand les Allemands sont venus en Alsace, ils ont naturellement dû pallier à la circulation de la monnaie des billets français. Donc des cartes avaient été préparées concernant le pain, concernant le sucre, la semoule, concernant même les habits. Ces cartes étaient en circulation jusqu'au moment où le Reich a commencé à mettre en place les Reichsmark qui ont circulé jusqu'en 1944. Samedi 16 décembre 1944. Hier, l'ordre a été donné d'ouvrir tous les magasins. Au désespoir, l'administration allemande est de retour. Aujourd'hui, les bombardements ont duré jusqu'à 20 heures. La poste, la préfecture, la gare, la caisse d'épargne et la cour d'appel ont été touchés. Les Allemands ont placardé des affiches de réquisition des postes de radio. Comme les Allemands se rendaient compte que pas mal de gens écoutaient la radio, pour avoir des nouvelles précises, ils ont demandé à tout le monde de rendre leur poste de radio et de les apporter à la mairie. Et c'était mon oncle qui était concierge, qui a ouvert les portes et les a entreposées dans le bureau de M. Meyer. 18 décembre 1944. Hier, la rue des Clés a été bombardée. Heureusement, beaucoup d'obus n'ont pas explosé. Amerschwir, Sigolsheim, Mittelwihr, Benwihr, Ostheim sont la proie des flammes. Toutes nos familles étaient à la cave et tout à coup il s'est produit une déflagration, un bruit. Ça tremblait de partout. On a pris un obus qui a atterri en plein dans le logement de mes parents. Hein. Et moi j'étais dans cette cave, je me rappelle, j'étais mort de trouille, mort de trouille. Habitant près de la gare de Colmar, nos parents avaient estimé que nous n'étions pas assez en sécurité. C'est pourquoi ils nous ont envoyés à la gare de Benwihr où habitaient mes grands-parents. Mais il s'est avéré très vite que les avions alliés s'en prenaient au matériel ferroviaire presque quotidien. Benwihr, vous savez, c'était un des premiers villages du vignoble qui a subi donc les premières attaques des Alliés qui ont essayé à ce moment-là déjà de réduire la poche de Colmar. Après 10 jours, le village était rasé. La population qui, au début, s'était réfugiée dans une dizaine, une vingtaine de caves, a fini par se retrouver dans 3 ou 4 caves, les dernières qui avaient résisté, les plus solides. La population est partie en masse en direction de Colmar.
22 décembre 1944. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. La nouvelle circule que les Allemands auraient repris Mulhouse et Belfort. Est-ce vrai? J'espère que non. J'apprends que le docteur Feberet a été condamné à mort pour avoir refusé d'aller Schanzen. Le docteur Schwartz a été arrêté. La Gestapo a trouvé un drapeau tricolore dans sa maison de la rue Schlumberger. Dimanche 24 décembre 1944. Nuit de Noël. Il fait froid. Le ciel est clair et les étoiles brillent sur cette pauvre terre déchirée. La messe de minuit a lieu à 17h parce qu'il ne fallait pas se promener plus tard. Et de toute façon, on manquait d'électricité. On a la lumière à cause des avions parce que ça bombardait déjà. Noël 44, c'était le dernier évidemment, mais c'était aussi le plus triste. Comme nous attendions la libération depuis un mois, nous imaginions que nous aussi on serait libérés, mais ça n'a pas été. À l'hôpital Pasteur, comme chez moi à la maison, on était à la cave. Et c'était vraiment désolant. Père qui était en prison, et vraiment c'était pas Noël. On avait quelques branches pain, on avait un pain blanc. Et c'est comme ça que nous avons fêté Noël. Malgré la guerre, nous avions une messe à la chapelle Sainte-Marie vers les 18h et je me suis rendue avec mon père qui était organiste. Je faisais partie de la chorale. Les Allemands y sont également et entendent que je chante. À mon retour avec mon père à la maison, la demande est arrivée tout de go. Nous vous demandons de bien vouloir nous confier votre fille pour l'emmener devant chez nous au front pour qu'elle puisse venir chanter. Ce n'est pas un ordre, c'est une demande, mais considérez-le quand même comme un ordre. Je suis revenue après, tranquillement à la maison, absolument médusée par ce que j'avais vécu, parce qu'au loin j'avais déjà vu les Français, j'avais déjà vu les Américains, la libération était là à 2 ou 3 kilomètres. C'était un merveilleux cadeau de Noël. 26 décembre 1944. Nous avons appris qu'a eu lieu la première inhumation dans un cimetière provisoire, rue du Pigeon. Les cercueils auraient été remplacés par des sacs en papier. Dans les derniers mois, avant la libération, c'était tellement dangereux qu'on ne pouvait plus enterrer les morts au cimetière du Latoff. Et la ville de Colmar a décidé d'ouvrir un cimetière provisoire, là, derrière le monument aux morts. Un vicaire nous a raconté, il a fait les prières à une tombe. Et quand ça commençait à siffler, il s'est sauvé. Il est allé dans ce trou qui était creusé. Et un autre curé d'un village, puisqu'il y avait des évacués à Colmar, celui-là n'était pas encore fini avec ses prières. Il a dit, mais moi je l'ai bien fait. Le vicaire a dit, je l'ai aussi bien fait. Mais quand ça me siffle sur la tête, je peux prier plus vite, hein. 27 décembre 1944. De plus en plus d'avions grondent dans le ciel en direction de l'Allemagne, lourds de leur chargement de bombes. Les réfugiés des villages meurtris viennent en ville pour retrouver un toit. Les chanceurs sont obligés maintenant de travailler la nuit. Les bicyclettes sont réquisitionnées par les militaires. Il faut les cacher. Pendant la guerre, je travaillais à la préfecture. D'habitude, on y allait à bicyclette. Mais à un moment donné, les Allemands réquisitionnaient les bicyclettes et on les cachait dans la cave. Dimanche 31 décembre 1944. Un peu de neige est tombée ce matin. La Poste et la Reichsbahn devraient rouvrir le 2 janvier. Les troupes allemandes arrivent en grand nombre. Vers 19h, un obus est tombé sur le champ de Mars. Dans les derniers mois de 1944, Colmar était pratiquement vidé de troupes. Jusqu'à la contre-offensive de von Rundstedt dans les Ardennes, où alors Colmar a été occupé par la SS, qui ont tout remis en marche. Par exemple, le Colmar Courier, le journal de Colmar, a reparu sous leur pression. Et bien sûr, avec des annonces de victoire dans les Ardennes. 1er janvier 1945. Les ménagères ont reçu 30 grammes supplémentaires de beurre par personne. Nous rencontrons toujours des réfugiés qui racontent comment leurs biens délaissés sont volés par les Allemands.
les réfugiés de Houssen arrivent à Colmar. Nous ne pouvions plus tenir. Et ce sont les Allemands eux-mêmes qui nous ont obligés à aller de Houssen à Colmar. Les habitants de Houssen ont entassé tout ce qu'ils pouvaient sur des charrettes et leur voyage à Colmar ressemblait plutôt à une débâcle. Au moment de quitter la maison à Houssen, papa est retourné à l'intérieur. Il a enroulé autour de sa taille un drapeau tricolore qu'il avait caché depuis le début de la guerre. 8 janvier 1945. Le Colmarer Courier est reparu depuis le 2. Les Allemands redeviennent fiers et arrogants. Ils ont annoncé par haut-parleur que Strasbourg est menacé par leurs troupes. Von Rundstedt avait déclenché son offensive dans les Ardennes et toute l'administration allemande qui avait fui en novembre après la chute de Strasbourg et de Mulhouse était sur le point de revenir. 16 janvier 1945. Ce matin, les camions allemands ont encore exhibé des affiches de propagande. Le nombre de réfugiés augmente. Les vivres deviennent de plus en plus rares, mais on se débrouille toujours. Pour la nourriture, j'avais les cartes qu'on cherchait tous les mois au patronage. Et quand je faisais mes courses, j'avais pour 5 marks 15 par mois. C'est tout ce que j'avais. Les soucis pour le ravitaillement étaient quotidiens. C'est pourquoi mes parents m'envoyaient à Benneville, chez ma grand-mère, qui avait une vache, afin d'y chercher le lait. Il me fallait prendre le train en gare de Colmar et franchir les différents sentinelles qui étaient postés aussi bien sur les que dans l'un qu'à de Benneville. Beaucoup de personnes de Colmariens et des alentours se rappellent du train qu'on appelait le Kaskisch, c'est-à-dire le train au fromage, parce qu'il allait dans la vallée de Kaisersberg, vers Orbey, à Chumette, et puis tout le monde s'embarquait là-dedans, allait dans les fermes, chercher du fromage, et ça parfumait pas mal au retour. Pour ceux qui... Et d'autres prenaient la bicyclette, mais c'était surtout le train qui a gardé son nom, c'était toujours encore la Kaskisch, jusqu'aujourd'hui, je crois. Pendant toute la durée de la guerre, on a fait des échanges avec les gens de la ville. Les gens de la ville venaient avec ce dont ils pouvaient se passer. Il y a des gens qui travaillaient dans les usines, qui pouvaient avoir soit de la laine, soit des tissus ou d'autres choses. Alors, ils venaient à la campagne et proposaient pour avoir de la nourriture. 18 janvier 1945. Les jeunes gens nés entre 27 et 29 doivent être emmenés dans un camp d'entraînement militaire à Neuf-Brisach. Les bombardements aujourd'hui étaient particulièrement graves. Le centre de la ville a été touché. Désormais, nous passons nos journées dans la cave. Il faut vous dire qu'on était tout de même à 22. Et c'était énorme pour une maison isolée. Et dans cette cave, nous avions encore 2 cachets. Il y avait donc mon mari qui s'était évadé, il y avait M. Schall qui s'était évadé d'Allemagne, mon mari s'était évadé de Bispin. On s'était arrangé que tous les jours, c'était une autre famille qui faisait la soupe. Et puis on se contentait d'une soupe le matin et puis d'une tartine le soir. Et nous avions cette famille Schall dont lui n'avait peur de rien, il avait une 30aine d'années, il prenait sa bicyclette, il allait en pleine nuit, il traversait la frontière allemande et il nous cherchait du pain, du lait, puisqu'il était de Bindernheim, là, près de Bainfeld, il allait jusqu'à là. Il traversait carrément le front. Nous habitions rue du Galt, hein, et puis on a entendu les combats dans la forêt de la Feste, qui était tout près de chez nous. Et une nuit, il y a donc un obus qui est tombé dans le jardin. Et il y a un ami qui a téléphoné à papa pour dire, écoute, tu viens avec ta famille et puis tu t'installes à la cave, donc à la préfecture. On est resté pendant 9 semaines. 25 janvier 1945. Depuis le 20, il neige. Il y en a près de 50 cm. Une rumeur nous apprend que des chars américains auraient fait une percée jusqu'aux abords nord de la ville. Nous n'y croyons pas beaucoup. Le Gauleiter Wagner fait distribuer gratuitement des denrées alimentaires. Les Allemands qui étaient en partie revenus ont replié bagages. La Gestapo aura enfin cessé de terroriser la population. Des fonctionnaires alsaciens
qui ont travaillé dans l'administration allemande procuraient aux prisonniers des cartes d'identité vierges pour le passage en Suisse. Ils ont été traqués par un certain M. Baumann, colmarien, alsacien, chef de la Gestapo. M. Hunzinger, M. Edelwald ont été fusillés. M. Hurt a été tué à coups de hache. Et M. Scherb, M. Kraut, M. Metzger ont été internés à Schirmeck. Dans les villages, souvent, il y avait des bêtises. Les jeunes qui étaient encore là ont barricadé pendant une nuit la porte de la maison où il y avait des jeunes filles allemandes qui faisaient leur Landdienst. Ça veut dire qu'ils faisaient leur service chez les cultivateurs. Et en même temps des graffitis, donc contre Hitler, contre la guerre, avec des chansons un peu, avec les mots tournés. Et suite à ça, toute la jeunesse qui était capable de faire ça a été convoquée à la Gestapo individuellement pour aller à écrire leur curriculum vitae, et ils perdaient un temps énorme pour des bagatelles qui étaient des bêtises de gamins, au fond, et qu'ils auraient sûrement ce temps, ils auraient pu utiliser pour autre chose. Et on risquait là gros, parce que là, j'ai vu la première fois que c'était sérieux. 29 janvier 1945. Les habitants d'Olsweier ont été évacués avant-hier par les Américains. L'ultime bataille paraît imminente. Nous entendons les combats se rapprocher de la ville. Houssen, Olsweier et Vickersville ont été libérés. On se serait cru sur un bateau, hein, tellement ça bougeait. On a cru à tout moment qu'on allait mourir là-dedans. Et ça a duré quelques heures, vers le soir, vers la nuit, début de la nuit. Le calme est revenu et le lendemain matin, on était libre. Les Américains étant arrivés, le matin, ils se sont présentés dans le bunker pour voir s'il n'y avait pas d'Allemands parmi nous. Mais puisqu'il n'y en avait pas, ils sont ressortis sans nous inquiéter, sans nous adresser une parole. Puis, dans la journée du 29 janvier, le bruit a commencé à courir que nous devrions partir. L'ordre a été donné d'évacuer le village. On est venu par camion nous chercher pour nous transporter à Ribeauvillé. Et de Ribeauvillé, ça a continué jusque dans la Haute-Marne. 31 janvier 1945. Un obus est tombé sur le gazomètre rue des Bonnes Gens. Le Colmarer Courier publie un discours du Führer qui promet une victoire finale et la mise en œuvre prochaine de terrifiantes armes. Dans le même temps, tous les Allemands présents sont mobilisés dans le Volkssturm. Les Schanzer ont été renvoyés par leurs officiers qui craignent une percée des Américains. Je me souviens d'une chanson qui avait été composée à ce moment-là. Et ça partait comme ça, je n'ai plus retrouvé le texte, mais la première strophe, Rund Colmar will man fangen, alle Panzer groß und schwer, darum muss man zu fangen, einen Panzergraben her. Le dégel s'amorce. La bataille pour la libération de Colmar est engagée. À Orbourg, les combats sont violents, destructeurs, meurtriers. Mais à 15h30, les Américains sont là. Aux 4 vents, il y avait 3 Allemands avec une batterie. Oh, ils ont depuis 2 jours, toutes les demi-heures, ils ont tiré vers Vire-en-Plaine. Et tant qu'ils ont tiré, les Américains ne sont pas rentrés. Et il y avait une explosion, là, entendu de la cave. On a entendu un qui courait le long du trottoir, donc direction traversée Orbourg. Et tout de suite après, les 2 autres étaient tués. La batterie a explosé. Et une demi-heure après, il y avait le premier Américain qui est rentré dans notre cave. Un gars formidable, bien, et il est reparti. Mais après, il y a eu les vrais libérateurs, entre guillemets, qui nous ont semé la terreur. Ils ont emmené et cassé ce qui était encore entier, ce que les Allemands avaient laissé, qui n'ont rien pris à ce moment-là. On n'osait plus sortir parce que, bon, ils étaient toujours derrière nous avec leurs fusils. Il y en a même un qui voulait tuer notre voisin, qui est venu prendre asile chez nous dans la cave, qui se cachait sous un lit, un petit lit de camp, parce qu'il avait des bottes en caoutchouc, étant jardinier, et que cet Américain voulait absolument ses bottes, mais il était saoul. Et après, c'est des officiers qui l'ont emmené. Les officiers étaient sensationnels. 1er février 1945. Les fonctionnaires ont reçu l'ordre de quitter la ville. Ils partent par Rouffach. Des soldats allemands désertent. Ils se sont procurés des vêtements civils et veulent se rendre aux Alliés.
Au cours de la nuit du 1er au 2 février 1945, nous avons progressé depuis la région d'Andolsheim en direction de la lisière nord-est de Colmar. Je commandais à l'époque le peloton spécial de la 5e division blindée, qui était une unité légère chargée de missions particulières. Et ma mission, dans le cadre de l'opération de libération de Colmar, était de traverser les lignes dès que ce serait possible, de foncer en direction du centre de Colmar et de tâcher de mettre la main sur le patron de la Gestapo de la région de Colmar. Les tout derniers jours, j'ai vu rentrer des soldats allemands blessés portant des tuniques blanches, des tuniques de camouflage, parce qu'il y avait la neige à l'époque, et qui étaient maculés de sang. Donc les blessés légers rentraient à pied du front. 2 février 1945, jour de la Chandeleur. Enfin, Dieu soit loué, ils sont là. Depuis la mi-décembre, nous passions nos nuits dans la cave profonde de l'Institut viticole à cause des bombardements. Mais dans la nuit du 1er au 2 février, tout à coup, nous avons entendu des tirs de canon, de mitrailleuses, des coups de fusil. Et je suis montée à l'étage pour voir par une petite fenêtre ce qui se passait. J'ai vu circuler des silhouettes dans la nuit qui allaient, qui venaient. Et tout à coup, grande émotion, j'entends parler anglais. Je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait comme choc. Je suis descendue à la cave pour annoncer la nouvelle. Et tout le monde se dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous n'avons plus dormi, nous nous sommes habillés et puis on attendait les événements. Au petit matin du 2, nous étions juste derrière les éléments de tête qui étaient, autant que je me souvienne, le 2e bataillon du régiment de marche de la Légion étrangère. Et nous attendions qu'ils nous ouvrent la porte de façon que nous puissions pénétrer dans l'agglomération de Colmar. J'ai croisé des éléments américains dans la proximité de ce qui était à l'époque les brasseries alsaciennes de Colmar. Depuis la prise d'Andolsheim par les éléments de la Légion étrangère, il n'y avait pratiquement plus d'Allemands. À 6 h du matin, nous sommes allés à la cathédrale. C'était la Chandeleur, la purification. Le long de la rue Vauban, sur le côté gauche, étaient allongés des soldats allemands habillés en blanc. Nous avons continué notre route par la route des Moutons jusqu'à la cathédrale et durant l'office, le prêtre monte sur chaire et nous ordonne de quitter immédiatement. Et il y a des mitraillages route Lingersheim à la hauteur de l'école Pfeffel. À 7 h du matin, nous sommes risqués à sortir quand même pour rentrer chez nous dans notre maison qui n'était pas trop loin de l'Institut. Et surtout pour voir ce que devenait la grand-mère qui n'a jamais voulu dormir à la cave. Elle est restée dans son lit. Elle en était à sa 3e guerre, elle était blindée. Et en entrant dans la maison, nous avons constaté qu'il y avait plein de soldats américains affalés dans le couloir et dans les escaliers, fatigués. Ils avaient enlevé leurs chaussures. On a vite mis le feu en marche pour chauffer un peu d'eau et puis on a cherché plein de récipients pour baigner ces pauvres pieds. Les Américains se sont arrêtés un peu à la hauteur de notre maison parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas progresser, de laisser entrer les Français en ville. Je venais rejoindre mon mari qui avait préparé la pâte et la fournée et je venais donc pour ouvrir le magasin. Et de loin, je vois un attroupement devant la porte. C'était des gens avec des paniers et tout ça. Et ils venaient de la rue du Latov et de la rue de la Lousse. Ils étaient très énervés parce qu'ils disaient « ils arrivent, nous voyons déjà les tanks au coin de la rue des Clés. » Je vois un engin allemand avec un soldat en assez mauvaise posture, découragé.
Et tout d'un coup, je le vois faire un geste et dire « Ach, Scheiße », il en avait marre. On a entendu des bruits de tirs de mitraillettes et nous on était dans la cave et il y a des gens qui ont dit il y a les Français, les Américains qui arrivent, qui sont là. On est monté et on les a vus passer au bout de la rue de Célestat, là où il y avait dans le temps l'octroi. Et ils sont remontés la rue du Chantier pour remonter vers la place Jurek-Kestner. Nous savions dès le matin, dès 9 h, que les Alliés, nous ne savions pas encore lesquels, mais que les Alliés étaient aux portes de Colmar. Ce qui est amusant, c'est que nous trouvons à plus de 5-6 km du front, la nouvelle soit parvenue jusqu'à chez nous, alors qu'il n'y avait pas de téléphone, mais c'est le téléphone, non pas arabe, mais le téléphone colmarien qui a joué à l'époque. J'ai pris ma bicyclette et je suis partie dans l'intention d'aller à Colmar. J'ai vu quelques Allemands qui s'enfuyaient et moi j'ai continué direction Colmar, où je suis arrivée, où un FFI en costume de naphtaline m'a reçu et a voulu m'empêcher de rentrer. À ce moment-là, je lui ai balancé ma bicyclette dans les pieds et je lui ai dit carrément, toi tu n'as rien à me dire, je t'ai encore vu en botte il y a 8 jours. Quand les premiers tanks sont rentrés au Logelbach, quand ils venaient de Dingersheim, je vous assure, c'était un bruit. On les entendait s'approcher, et puis personnellement, j'avais très très peur parce que j'avais entendu qu'ils ébranlaient tout, que les gens ils étaient écrasés. Moi, je me voyais dans je sais pas, j'avais vraiment très très peur. Les Américains sont rentrés par la route d'Ingersheim et les Allemands les attendaient à ce carrefour. C'est là qu'il y a eu un véritable combat de rue dans cette rue de la Poutrière qui a fait des morts du côté allemand et du côté américain. Vers 11 h du matin, je suis allée vers la place Saint-Joseph pour voir si je voyais quelque chose. Alors j'ai vu un camion rempli de soldats français. Finalement, c'était des Berbères. J'ai un obus qui était tombé rue du Latoff, rue Billing, rue de Neuf-Brézac, rue de la Bleiche, dans le jardin. Et puis, Madame Martin, qui était une voisine, était blessée au bras. Et puis Madame Lai était morte dans le jardin. Et il y avait une dame, Madame Kretz, qui avait son bébé sur le bras, qui marchait la rue de la Bleiche, et le bébé a été tué dans ses bras. Je partais faire mes commissions et voilà que les Allemands m'ont intercepté en me disant de rentrer d'Ardard parce qu'il va y avoir du grabuge dans le quartier. Je rentre donc de mes courses en vitesse et je m'occupe de ma petite sœur. D'un coup, il y a le chauffeur Freddy, mon voisin, qui me crie « Viens voir les soldats, les Américains sont place du Saumon. Allez, dépêche-toi » Alors lui, il prend les devants. Et moi, j'avais ma petite sœur, là, je ne pouvais pas la laisser. J'ai dû la mettre dans un landau. Heureusement qu'il y avait plus de neige dehors et je l'ai foutue dedans et on a couru vers la place du Saumon. Je gare le landau avec ma sœur dedans contre le grillage du Colmar courir et je vais vers toute cette foule qui était amassée autour du char où il y a eu des distributions de toutes sortes de choses, de chocolat, de chewing-gum, de bonbons, de biscuits et de choses d'autres. Et tout ça, j'en avais plein les bras. J'ai pris ça, j'ai couru à la maison, j'étais tellement content. Et en arrivant à la maison, voilà que je remarque que j'ai oublié ma sœur. Je retourne là-bas pour la récupérer, elle était encore là, heureusement, parce que sinon, quelle catastrophe. On a entendu les gens crier « Les Américains arrivent !» Les Américains arrivent, on a avancé, on est allé jusqu'au coin de la rue du Nord et c'est là qu'on a vu les chars. Entre 11h et midi, j'avais ma leçon de piano et en même temps passe dans la petite rue. Chez nous, un monsieur, nous entendons, qui disait «
Les Alliés sont dans la rue de l'Eau, dans le Wasserkassel. Et de ce fait, mon père a renvoyé le professeur de piano pour qu'il rentre chez lui. Donc c'était vraiment la leçon de piano la plus brève, mais certainement avec un souvenir extraordinaire. Je vivais dans cette maison qui s'appelait la charcuterie Zimmermann, c'était mon oncle et ma tante. Et nous avions entendu à un moment donné, ça devait être vers, je situe ça moi, entre midi et 2 heures, puisque nous étions pratiquement à table. Et nous avions entendu des bruits de bottes, c'était donc des Allemands. On est venu à la fenêtre et on a vu passer un premier groupe de 3 ou 4 soldats avec armes et bagages et un deuxième groupe qui les a suivis de très près. Le chef de ces 7 ou 8 soldats s'est tourné vers le deuxième groupe en disant « Volltun, ça va schießt uns nicht in den Arsch ». Nous étions très angoissés à l'idée que les Allemands puissent venir frapper à la porte pour se réfugier dans les maisons, comme d'ailleurs ils le faisaient tout alentour de la place. Il y avait des engins, des camions, des canons qui descendaient par là, qui montaient la grande rue. Ils se sont arrêtés là devant. Et puis après, tout d'un coup, il y avait des traîneaux tractés par des chiens, par des bergers allemands, et sur lesquels il y avait des blessés. Début de l'après-midi, on était à la fenêtre, là-haut, au 2e étage. Et puis on a vu là-haut le char qui débouchait sur la rue de l'église. Je me rendais avec mes parents au carrefour Meistermann et au débouché de la place des Dominicains, arrivant d'Île-de-France à l'époque Kaufhaus, est arrivé un sidecar français qui se dirigeait vers la place de la cathédrale. Et mon père l'a immédiatement stoppé puisqu'il y avait une batterie allemande au départ de la rue de l'église. Quand je suis arrivé au carrefour Meistermann, il y avait déjà énormément de monde qui stationnait, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de colmariens dans les rues, c'était des gens qui avaient, dans l'ensemble, ils étaient tous, il y en avait beaucoup qui étaient très pâles parce qu'ils n'avaient pas vu la lumière du jour depuis quelques mois. Donc quand je suis arrivé au carrefour Meistermann, il y avait énormément de monde le long des trottoirs et tout le monde. Il y avait de la boue encore par terre, de la neige en fait, la neige fondante. On voyait des chars, on voyait des camions, etc. qui passaient par l'avenue, par la rue Stanislas et qui tournaient à droite devant le restaurant Meistermann en venant de la rue Stanislas. On était surtout ébahis de voir passer toute cette armée alors qu'on venait de voir partir des Allemands dans des conditions réellement lamentables. Et là, on voyait une armée qui était manifestement organisée, qui rentrait. C'était un peu l'inverse de ce qu'on avait vécu en 39-40. Mes amis, ils sont montés au grenier. Moi, je les 15h30.